Merci d'être venus nombreux, très nombreux, pour cette dernière rencontre autour des femmes berbères à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, exposition que vous pouvez encore voir jusqu'au 20 juillet. Avec nous ce soir, une des plus importantes collectionneuses, amoureuses, spécialistes des bijoux berbères et qui les porte merveilleusement bien. Sarah Sipopassou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née à Agadir, du temps où le Maroc était sous protectorat français, dans une famille judéo-berbère, fascinée par l'Occident. Vous avez été élevée dans l'ignorance totale de la culture autochtone. Vos parents parlaient français à la maison et voulaient assurer à leurs enfants la meilleure éducation qui soit. C'est peu dire que vous étiez leur fierté, puisque vous avez accumulé des prix d'excellence tout au long de votre scolarité, tant en langue française qu'en musique ou en danse classique. Alors est-ce que c'est votre sensibilité artistique qui vous a poussé à acheter chez un brocanteur d'Agadir votre première fibule? Est-ce votre goût pour la beauté et le raffinement? Il n'empêche que cette fibule marquera le début d'une très importante collection, commencée donc en 1957, soit un an après l'indépendance du Maroc. Alors cet achat, bien qu'il ne fût pas du goût de votre famille, vu son prix exorbitant, 50 francs à l'époque, le montant de votre salaire au conservatoire, va être fondateur pour vous. Il marque le début de votre intérêt pour la culture berbère, votre culture d'origine. Depuis, vous n'avez cessé d'approfondir votre connaissance de cette culture, non seulement en vous documentant, mais en collectionnant des objets et des bijoux par milliers, allant à la rencontre de ceux qui les ont fabriqués, mais aussi de celles qui les ont portés. Votre aventure parisienne commence juste après votre bac. Vous débarquez à Paris pour y étudier les sciences politiques, études interrompues pour devenir assistante sociale, puis chef du personnel dans un atelier d'urbanisme. Et ceux qui vous ont connu dans les années 60 à Paris se souviennent combien vous faisiez sensation dans vos robes de bédouin drapées de votre cape de berger et parées de bijoux aussi volumineux que ceux exposés ici même. D'ailleurs, ces bijoux, comme ceux exposés au musée berbère de Marrakech, faisaient partie de votre collection pléthorique. Alors, votre identité ainsi brandie, votre culture ostensiblement revendiquée, vous cherchez alors à la faire partager. Vous quittez le monde de l'entreprise pour ouvrir une galerie d'art berbère où vous vendez objets et bijoux. D'où ma première question, Sarah. Est-ce qu'il était facile de se procurer des bijoux berbères dans les années 70? Oui, vraiment. Il fallait connaître les lieux, il fallait se déplacer beaucoup, il fallait être sur les souks, savoir à quel endroit et quel jour il y avait un souk. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir affaire aux gens. Les gens qui vendaient des bijoux berbères à l'époque savaient les raconter. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ils savaient d'où ils venaient, donc j'ai tout appris comme ça, petit à petit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de documentation connue, dans tous les cas, qui me soit accessible. Et j'ai appris sur le tas, d'abord, parce que les quelques fascicules ou catalogues que je voyais, je sentais bien que c'était un peu folklore, touristico, enfin, dans tous les cas, pas d'études sérieuses, mais je n'avais pas non plus accès ni connaissance de l'existence de documents très anciens qu'il fallait chercher dans des bibliothèques spécialisées. Et alors cette galerie a beaucoup fait parler à son époque. Est-ce qu'il vous reste des traces? Ah, Sarah jeune. Voilà, l'image précédente, c'est 3 mois après l'ouverture de la galerie, 2 colonnes dans le journal Le Monde, 31 décembre 1977. Et je peux vous dire que le 31 décembre à la boutique, ça a été le défilé de tous les nostalgiques, de tous les aigris, de tous les revanchards. J'ai tout entendu ce jour-là dans ma galerie. Et donc, alors les photos qui suivent, c'est vous dans votre galerie? Oui, c'est moi dans ma galerie. Et là, il faut que je vous dise que la collectionnite, c'est une maladie à spectre très très large. Et là, le spectre, c'est palestinien et turkmène en bijoux. Alors, est-ce que vous avez été amené à acheter chez des particuliers, ça? Jamais. Jamais. Ça m'est arrivé, je me suis laissé piéger une fois, alors que nous faisions la route dans la vallée du Dadès. Je vois une vieille dame avec un collier à pendouille, un grelot,
Et c'était, après 68, c'était la mode hippie. Et je me disais, mais elle porte un collier hippie. Et je me suis arrêtée pour lui demander. Et du coup, alors elle ne parlait que le berbère, moi très peu l'arabe. Et du coup, elle l'a enlevé et elle me l'a mis entre les mains. Et je lui ai donné une somme royale pour avoir bonne conscience parce que je détestais ça. Sur les souks, on voyait souvent des femmes venir proposer aux marchands des objets, des bijoux, des perles. J'attendais que la négociation soit finie et si ça m'intéressait, j'intervenais après. Mais j'ai toujours détesté ce rapport. Pourtant, il faut dire que les gens, je m'en suis aperçue avec le temps, n'attachent pas à leurs bijoux, ils n'ont pas la même relation affective que nous l'avons en Occident. Ils aiment leurs bijoux, mais c'est aussi un objet de capitalisation. Ce sont les économies. Donc ils les vendent quand ils ont besoin et ils en rachètent quand ils ont des sous. Donc, mais moi, je n'étais pas à l'aise dans ce genre de rapport. Oui, donc il n'y a pas les bijoux de famille qu'on garde, les ancêtres, etc. Et alors, vous avez dit que dans le temps, vous n'aviez pas de documentation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fouilles, il y a de la documentation? Ah oui, aujourd'hui, je dois tout mon savoir à Madame Rabaté, dont j'ai découvert la thèse au Musée de l'Homme, sur microfiches. Et vraiment, j'ai fini par obtenir un tirage lisible pour moi, et c'est là que je me suis aperçue de l'immensité de mon ignorance. Et voilà, je veux la remercier. Je l'avais d'ailleurs remerciée par écrit immédiatement, alors que je ne la connaissais pas. Et depuis, bon, il y a effectivement des publications plus solides et plus crédibles. Alors, est-ce que l'on sait d'où vient ce goût très affirmé des Berbères pour l'apparat? Je pense que chez les Berbères, il y a plusieurs... oui, il y a un sens de la parure. Il y a la signification de la parure aussi. Donc c'est pas uniquement le bijou, c'est tout. C'est ce que ça représente comme protection, comme richesse et comme identité, car chaque tribu, le Maroc, je ne sais pas exactement le nombre de tribus qui existent au Maroc, mais des montagnes du Rif au nord jusqu'aux oasis pré-sahariennes, on a des groupes de tribus très différentes et qui chacune, par son vêtement, s'identifie et se différencie. Donc, est-ce qu'on peut voir ensemble effectivement qu'est-ce qui différencie le nord du sud Alors, ce qui les différencie, c'est... On va dire des généralités sur les bijoux. Ils sont généralement en argent, avec des techniques différentes selon les régions. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que chaque technique correspond à une région et donc à des groupes de Berbères. On va voir tout à l'heure avec les bijoux, on aura le temps de détailler les techniques. Au fur et à mesure. Alors là, je veux montrer aussi le seul ouvrage de référence que j'ai eu au tout début de ma collection. Ce sont les costumes du Maroc et les bijoux du Maroc, dessinés et photographiés par Jean Besancenot. Jean Besancenot a inventorié une cinquantaine de costumes dans les années 40, qu'il a publié à 300 exemplaires, donc qui étaient largement épuisés, et il cherchait depuis des années à faire rééditer son livre. Donc là, quand j'ai eu la chance de le rencontrer, j'avais vraiment décidé qu'on y arriverait, parce que c'était un ouvrage extrêmement important. Et on a fini par y arriver, et cette photo était prise à la signature donc, de la réédition de son ouvrage au musée de la Porte Dorée. Alors, on parle de parure ou bien non, là, pas encore. Non, on va suivre les images. Très bien. Donc là, c'est le rôle, oui, ce qui explique aussi que ce que les femmes portent, ce sont des symboles de protection. Que qu'il s'agisse de bijoux, qu'il s'agisse de leur coiffure, de leur maquillage, il y a toujours derrière une signification protectrice protectrice contre le mauvais œil, contre la maladie, contre la stérilité, voilà. Et là,
c'était une manifestation pour avoir de la pluie, car le rôle de la femme était extrêmement important. Elle avait toute la vie de sa famille sur les épaules. Il fallait qu'elle assure la nourriture, qu'elle nourrisse le troupeau, qu'elle fasse la farine, qu'elle fasse le lait dans sa baraque, etc. Et dans ces pays où il y a souvent des périodes de sécheresse, on a des rites pour demander la pluie. Donc elles doivent être parées pour demander la pluie. Voilà, alors ces poupées, la légende c'est ça. C'est le roi de la pluie, c'est le roi Anzar, qui un jour a vu une superbe jeune fille se baigner nue dans la rivière et qui a voulu l'épouser. Et elle a refusé. Donc Anzar a tourné sa bague et la rivière a tari. La jeune fille l'a donc rappelé à grands cris, s'est unie à lui et la rivière s'est remise à couler. Et donc cette poupée représente la fiancée qu'on veut offrir au roi Anzar pour qu'il fasse tomber la pluie. Et vous voyez que les bras sont des louches tournées vers le ciel pour recueillir l'eau qui va féconder la terre et permettre à la famille de survivre. Et elle est promenée en procession dans les villages par les jeunes filles potentielles fiancées du roi Anzar en chantant. Et il y a une anecdote assez marrante, c'est que quand on a reconstitué la poupée qui est au musée berbère de Marrakech, celle-là, il nous manquait une cuillère, il nous manquait une louche. Alors un matin de bonne heure, j'arrive en Médina, il faisait une chaleur épouvantable, et là il y avait beaucoup de fraîcheur, mais toutes les boutiques étaient fermées pratiquement, c'était trop tôt. Et finalement, il y a un artisan qui fabrique ces cuillères qui sont en bois de citronnier, qui était ouvert, et je lui demande la louche, et je lui explique pourquoi c'est faire. Mais sa louche se terminait par un crochet, puisque c'était fait pour une cuisine. Donc je lui ai demandé de couper le crochet. Et il a coupé en chantant. Et après, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais ce que j'ai chanté? Ben, j'ai chanté la chanson pour le roi de la pluie. Voilà, et donc ça a été vraiment formidable de reconstituer cette poupée. En voilà un autre exemple. Mais c'est un rite qu'on retrouve sur toute l'Afrique du Nord et jusqu'en Égypte. Alors, dans la parure, il y a une chose dont on parle rarement, ce sont les coiffures. Les coiffures, c'est important, mais ça ne se voit pas parce qu'il y a toujours un foulard de tête par-dessus. Et je voulais vous montrer le formidable travail qu'a fait Madame Morin-Bard, qui a photographié une cinquantaine de coiffures selon les villages très proches les uns des autres, et c'est différent à chaque fois. Alors, encore une fois, on est dans le symbole. Le volume des cheveux, le volume de la coiffure, plus il est volumineux, plus c'est signe de fécondité. Donc, on s'arrange pour gonfler ses cheveux et sa chevelure. Alors là, on fait des boules de fil qu'on va mettre sur les côtés. C'est des ajouts. Ce sont des ajouts. Alors voilà des extensions avant l'heure. Vous voyez, regardez. Alors là, c'est encore différent. Vous avez les noms des tribus. Oui, alors on utilise des morceaux de branches de panier, on utilise des queues de vache, on utilise toutes sortes de choses et on enduit les... Alors là, on va s'arrêter un instant parce que là, il s'agit de femmes juives, judéo-berbères, qui, elles n'ont pas de problème de volume de cheveux puisqu'elles sont rasées au mariage. Donc là, il s'agit de fabriquer des perruques. Donc là, on a un effet de corne. Et la suivante, voilà, elle a carrément des queues de vache. Voilà. Oui, c'est une perruque ou ce sont des perruques posées sur la tête. Et ça a une signification, c'est aussi l'abondance. L'abondance, la fécondité. C'est ça. Voilà. Oui, c'est très important la fécondité. Ah, c'est la survie de la tribu, hein, la fécondité de la femme. Est-ce que les habits, le maquillage, le tatouage, tout ça contribue aussi à... Ça fait partie de la parure et on va voir un extrait d'un petit film fait par Madame Cravaté et M. Goldenberg
ces femmes se préparent pour la fête dite des fiancés qui a lieu en septembre. Et qui consiste à trouver un fiancé. À trouver un fiancé. Mais en réalité, il y a plus de veuves et de divorcés que de fiancés. Alors, le tatouage qui est proscrit par l'islam comme par la religion juive a tendance à disparaître. Et vous voyez, déjà, on a des rouges à lèvres qui sont arrivés dans le Haut Atlas, des tubes de rouge à lèvres, alors que traditionnellement, ce sont des teintures végétales sur des petites poteries qui servaient à se rougir les joues. Et ça a un sens, effectivement, c'est fort. Oui, mais malheureusement, elle l'ignore aujourd'hui. Elle l'ignore et on répète des traditions, des schémas, des dessins sans pouvoir expliquer la symbolique. Après, il y a des interprétations sur lesquelles moi je suis toujours très réservée. Là, on passe aux bijoux. Les matières, peut-être. Alors, l'argent. Pourquoi l'argent? L'argent, parce que c'est un métal blanc et donc un métal auspicieux. C'est la couleur de la pureté. Mais est-ce qu'on trouve des bijoux en or ou bien non, ça n'existe pas? Chez les berbères, pratiquement pas, sauf quelquefois dans le tafilalès, mais très très rarement. Chez certaines femmes juives riches, on voit des pièces d'or mélangées avec du corail, des choses comme ça. Mais en général, les berbères utilisent de l'argent qui provient de pièces de monnaie, parce qu'il y a très peu de mines d'argent au Maroc, ou de bijoux abîmés qu'on fait fondre, qu'on recycle. Et qu'on recycle. Alors, les bijoux les bijoutiers sont en grande majorité des bijoutiers juifs. Et vous voyez avec quelles conditions techniques et matérielles ils fabriquent des merveilles. Je profite de cette image pour vous signaler que le statut des Juifs au Maroc était un peu particulier, c'était les protégés de la monarchie, et pour les différencier, ils étaient tenus à porter ce châle bleu à pois blancs et des babouches noires. Ils étaient soit résidents dans un méla, les mélas étaient très nombreux dans le sud du Maroc, soit itinérants. Donc ça c'est un atelier ou c'est un atelier, oui. Itinérant ou un atelier? Alors ça je ne peux pas vous dire très précisément, mais c'est dans tous les cas, les ateliers que j'ai connus n'étaient pas mieux pourvus que ça, chez les sédentaires. Voilà. Ah, donc là, on a des bijoux d'argent et c'est de l'ambre. Et c'est de l'ambre. Alors, est-ce qu'on peut parler pourquoi l'ambre qui est très déjà peut-être la forme Sarah, donc ces boules. Alors, l'histoire de l'ambre. D'accord. L'ambre, c'est une résine fossile qui est connue, on en trouve dans les fouilles très très anciennes. Pour les berbères, c'est une protection, c'est un porte-bonheur. Il n'y a pas de mariage sans présence de collier d'ambre. Et on sait que l'ambre produit au frottement une électricité statique, et donc les perles s'usent, blanchissent au frottement, et elles sont séparées par des rondelles de feutrine ou de cuir qui sont intégrées dans l'esthétique des colliers, mais qui avaient une utilité pour éviter l'usure des colliers. Voilà. Et ce collier est vraiment somptueux, difficile pour une famille d'avoir pour un mariage un collier aussi important. Donc il y avait des loueurs, et celui-là était un collier loué. Et on reconnaît l'identité du loueur à une petite trace de peinture jaune qui est sur une des perles. Et donc il les loue pour le mariage. Et plus le collier est long et imposant, plus il porte bonheur, ou bien ça n'a rien à voir? Plus on est riche.
Et alors les boules alors, les boules en émail. En émail, voilà. Ouais, c'est de l'argent émaillé. Ça identifie la tribu qui porte ce... Et vous verrez tout à l'heure qu'on va retrouver ce même type de technique d'argent émaillé, d'argent cloisonné émaillé, dans les tribus du sud du Maroc. Donc là, c'est effectivement collier, coiffe, figure, tout ça. Ça, c'est un buste que vous avez vu dans l'exposition. Alors, c'est une parure vraiment très très riche, hein, avec un frontal important qui est fait de 3 plaques articulées en argent cloisonné avec des pattes de verre. Les boucles d'oreilles sont traitées de la même façon et la richesse de cette femme, cette succession de colliers, ces fibules très importantes, l'identifie comme appartenant à une tribu du Souss, c'est-à-dire le sud-ouest du Maroc. Sarah, qui décidait du design? Est-ce que c'était les femmes qui disaient tiens, je veux un collier long, un collier court, ou bien c'était le bijoutier, c'était le mari, c'était... D'abord, ce sont les maris qui achètent les bijoux en argent. Dans les marchés aux bijoux, il y a essentiellement des hommes. Là, on a une succession de colliers qui, elles, peuvent être composées par les femmes, qui, selon leur richesse, vont acheter des perles d'ambre ou de la pacotille en attendant, mais il faut que la couleur corresponde. Hein. On va acheter du simili-ambre ou de la pâte de verre pour remplacer le corail. Il n'y a rien de plus mobile et évolutif que les colliers. Ça, c'est vraiment l'affaire des femmes. Les bijoux en argent, ce sont les maris. Mais là, on a une famille très très riche, manifestement. Mais je voudrais aussi vous montrer qu'il y a dans la même tribu un petit frontal. Là, ce sont des gens qui ont moins de moyens, mais le traitement, les couleurs de l'émail, le travail de l'argent permet d'identifier la même région et la même tribu. Là, c'est plus riche. Alors ça, c'est une pièce extraordinaire. C'est une pièce extraordinaire, elle est extrêmement harmonieuse, il y a une très belle composition des différents éléments. Là, c'est de l'argent émaillé et de la verroterie, et ça donne, l'effet est extraordinaire. Et vous avez vu comment il est porté, vous pouvez imaginer qu'il se place sur le front, mais que sur les côtés, vous avez des crochets qui se prennent sur le foulard de tête, et le crochet supérieur sur le haut du foulard de tête. Voilà. Et tout ça, ça vient sur le front et ça roule devant les yeux. On a d'autres exemples? Oui, on peut se demander d'où vient la technique de l'émaillage. Parce qu'on trouve beaucoup d'émaillage dans le sud du Maroc, mais on en trouve aussi en Algérie chez les Kabyles et en Tunisie dans la région de Moknine. Alors, Gabriel Camps donne une réponse à ça. Il dit que c'est une technique qui a été successivement sassanide, c'est-à-dire 4e, 5e siècle, visigothique, moudérar, avant de devenir authentiquement berbère. En cela encore, la permanence berbère semble surtout faite d'une incroyable perméabilité aux apports extérieurs, mais ceux-ci sont d'autant plus facilement acceptés qu'ils subissent une véritable assimilation qui donne au produit achevé une touche berbère aussi indéfinissable qu'indéniable. Voilà ce qu'on peut dire pour illustrer l'origine des techniques de l'émaillage. Pour revenir au sens, Sarah, par exemple, pour les fibules, est-ce que ça a une... Voilà, alors on va parler justement des fibules. C'est un bijou connu de toute antiquité qui a toujours permis d'attacher les vêtements drapés. Là, je vais vous montrer une photo que Madame Rabaté a faite et qui vous montre bien comment ça s'attache. Hein. Il y a un ardillon
qui joint les deux parties de l'étoffe et un rond qui bloque le vêtement. Le vêtement ne peut plus bouger comme ça. Et donc, indépendamment effectivement de la fonction d'attache, est-ce qu'ils ont une autre signification? Alors, les fibules, on en a 60 types au musée berbère de Marrakech. C'est dire, et on n'a sûrement pas tout. C'est vous dire que la variété est immense, et pour une raison très précise, c'est que c'est une pièce d'identité. C'est une pièce d'identité tribale, donc il y a autant de formes quasiment que de tribus. Et maintenant, voilà, on a ces fibules qu'on appelle les fibules du verre. Alors, je vais vous dire que c'était... Je vais vous citer ce que Madame de Sévigné, si je retrouve, voilà. Sur l'origine et sur l'histoire et l'évolution de ces bijoux, on a très très peu de choses. On a des informations dans l'Antiquité, et puis après on a un 14e siècle, moi, de silence. Et au XVIIe siècle, on trouve des témoignages, d'abord au XVe, avec les Léon l'Africain, puis après avec Madame de Sévigné au XVIIe siècle. Alors c'est la plus croustillante, donc c'est celle-là que je vais vous donner. Elle a reçu du sultan Moulay Ismaïl plusieurs fibules qu'elle décrit comme suit. Un gâteau de miel en argent, de la taille d'une bonne part de tarte, pleine de petits trous mignons. Voilà, alors les petits trous mignons, en fait, c'est une technique extrêmement élaborée. Ce sont des petits cylindres jointifs entre des barres d'argent, vous les voyez, les traits, et qui sont ensuite soudés tous ensemble. C'est une technique qui a disparu pendant un très long moment, depuis les années 40 ou 50, et qu'on voit réapparaître aujourd'hui au Maroc par des bijoutiers de Tiznit qui en refont plus pour les touristes d'ailleurs que pour les autochtones. Elle est donc aussi émaillée, puisqu'elle est du Sousse. Elle a donc des rajouts à la base de l'ardillon, au centre, et quelquefois il y en a encore sur les côtés, des espèces de petites cupules comme ça. Est-ce que c'est symbole du sein? On ne sait pas. Pas très loin, la région de Tiznit, voilà une paire de fibules immenses. Je crois qu'elles font 29 cm de large, qu'elles pèsent 1,8 kg. Et donc, et vous remarquerez que les fibules sont reliées par une chaîne centrale avec un élément en forme d'œuf, comme ceux que vous avez vus sur le collier d'ambre. Et comme c'est vraiment très lourd, on y a ajouté un crochet pour l'amarrer sur le buste, de façon à ce que ça tienne. Ça, c'est vraiment la fibule la plus populaire, la plus copiée dans toutes les formes de publicité. On verra tout à l'heure des choses assez amusantes sur l'usage de la fibule. Elle pèse 1,8 kg quand même. Hein. Oui, c'est quand même très lourd, donc toutes ces femmes, effectivement, parce qu'aux fibules, on a ajouté aussi les colliers, etc. Elles pouvaient porter jusqu'à... on peut porter dans le monde entier. Il y a des groupes ethniques qui portent des boucles d'oreilles qui font 1,5 kg et qui ont le lobe d'oreille sur l'épaule. Et quand on est belle, c'est jamais trop lourd. Et quand on est riche, encore moins. Voilà, peint par Jean Besancenot, dans un des salons de l'hôtel Mamounia à Marrakech, les danseuses de Tiznit, avec les fibules qu'on vient de voir. Alors, le motif de la fibule, on le trouve pratiquement sur tous les supports. Le symbole est sûrement... représente dans l'inconscient des gens sûrement quelque chose de très fort, parce que quand on demande aux gens pourquoi un triangle, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça fait sur votre porte, est-ce que ça protège votre maison, ils disent on a l'habitude de faire ça, mais malheureusement on n'a pas suffisamment d'études autochtones. C'est toujours fait par des étrangers qui ne peuvent recueillir que des témoignages
insuffisant dans tous les cas sur la signification de toutes ces expressions. Et là, sur la porte d'une maison berbère, on retrouve cette paire de fibules. On va en retrouver, là c'est un décor à la chaux qui est fait sur une maison où a lieu un mariage. Et entre autres décors, car les murs sont complètement décorés, on a mis une fibule. Là, c'est une tisserande aussi qui a repris, vous voyez, le motif de la fibule triangulaire. Sur un châle de Tiznit, le voile des Amels. Alors, toutes ces photos, je les ai trouvées dans le magnifique et dernier livre de Madame Rabaté sur les fibules, avec sa permission. Et c'est quoi le voile des Amels pour ceux qui connaissent? Alors, c'est un voile qu'on porte sur les épaules. Les Amels, c'est une vallée qui s'appelle les Amels. Voilà, un bandeau de tête aussi, qui vient du sud-est de l'Anti-Atlas. Là, c'est un carré d'épaule de l'oasis des Acaïrènes. Les femmes qui vont, et les jeunes filles généralement, qui vont au puits pour rapporter de l'eau avec leur cruche, ont un petit châle sur les épaules. Elles portent la cruche comme ça et ça protège leurs épaules. Et voilà, à nouveau, les fibules, même avec la chaîne qui les relie, comme celle qu'on a vue avec les fibules de Tiznit, et celles-là sont de Fungsguide, plus au sud. Voilà le thème de la fibule reproduit sur le châle d'une femme de la région. Une boîte à crawl. Le crawl, on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure pour le maquillage, mais c'est avec quoi on se maquille les yeux. Il y a un motif de fibule que vous pouvez voir à droite, juste sous le bouchon. Alors ce qui est le plus étonnant, c'est de voir ces fibules triangulaires sur une poterie du Rif. Le Rif, c'est le nord du Maroc. Les poteries sont faites par les femmes. Et là, les fibules du Rif ne sont pas triangulaires, n'ont pas cette forme forcément. Et il faut croire on va en parler tout à l'heure, que le triangle a une signification importante. Là encore, sur un document hébraïque qui sert pour les amulettes. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce document, c'est l'association des fibules triangulaires et du peigne. Le double peigne en bois qu'utilisent les femmes des oasis pré-sahariennes. Alors, fécondité de la chevelure, voilà, ce sont des symboles qui restent assez mystérieux. Voilà le décor d'un hôtel à Boulman du Dadès. Un timbre-poste, la loterie nationale, et Serge Lutens, les parfums Serge Lutens. Mais bon, là, le choix était difficile, j'aurais pu en passer 50, tant ce motif de fibule est reproduit sur les carrefours, sur des tas d'endroits, sur des tas de supports. Bon, là nous passons aux choses très sérieuses, parce que c'est les bijoux pour lesquels j'ai le plus de tendresse. Et vous voyez, à chaque fois, là je suis encore émue en la regardant, cette parure. Elle vient d'où? Alors, elle vient de l'Anti-Atlas, des îles Ounagif. C'est de l'argent niellé, technique qui est arrivée là, c'est aussi un mystère. Dans tous les cas, elle a eu des circuits compliqués, parce que là où on la connaît le mieux, c'est dans le Caucase, à Tolède. Et on la retrouve au Maroc sur des bijoux extrêmement légers. Ce sont des feuilles d'argent très légères, et cette parure a quelque chose d'exceptionnel, c'est que ce ne sont pas des pâtes de verre ni de la verroterie, mais des grenats. Et vous allez pouvoir constater que les éléments importants sont au nombre de 5, le nombre 5 faisant aussi partie des symboles de protection. En voilà une plus sophistiquée encore, où on retrouve le niel associé aux émaux.
Et cette parure est étonnante parce qu'elle inclut les boucles d'oreilles que vous voyez de chaque côté. Et ces boucles d'oreilles sont vraiment des feuilles d'argent placées sur du bois un peu friable, comme du bois de palmier. Et donc très très légères. C'était des parures où vraiment ça couvrait les yeux de la femme qui les portait. Voilà une qui porte des boucles d'oreilles avec son collier d'ambre et son voile de tête. On ne voit pas de son frontal. Alors ça, c'est une photo de Jean Besancenot. Est-ce que c'est un jour de mariage, un jour de fête? Est-ce que le bijou ponctue effectivement des événements importants de la vie? Est-ce qu'on les porte tous les jours? Alors, la parure complète, on la porte pour les fêtes plutôt. Mais les femmes berbères sont comme toutes les femmes du monde. Il y en a qui sont parées tous les jours et il y en a qui gardent ça précieusement dans leur coffre et qui ne les portent pas forcément tous les jours. Mais en général, le collier d'ambre, si on en a un, on s'en protège tous les jours. Ah oui. Oui. Donc là, vous avez dans l'exposition vu le petit film de Madame Ravaquet et de M. Goldberg sur les Aïtata. Vous avez vu ce que cette femme Aïtata fait dans sa journée de nomade avec des bracelets qui pèsent 1 kilo à chaque bras et ses colliers. Elles font leur travail comme ça et elles n'ont pas. Nous, on a des tiroirs, on a des placards, on a des tas de choses pour ranger nos affaires. Une nomade, elle a des sacs. Et pour ce qui est précieux, je préfère l'avoir sur elle. Et elle travaille. Et elle travaille beaucoup, elle batte le beul, la baraque et tout ça avec. Parce que l'accumulation n'est pas uniquement du point de vue des colliers et des fibules, c'est aussi les bracelets, les bagues, etc. Et tout ça, plus on en a, plus on est riche, et plus on en a, plus on se protège, c'est ça? Absolument. J'ai tout compris. Voilà, et là, on va essayer de parler toujours des bijoux mêlés. Voilà un des costumes de Jean Besancenot, et vous voyez comment elle porte les boucles d'oreilles. L'anneau est passé dans l'oreille, mais il y a un crochet supplémentaire qui l'amarre au bandeau. Là, nous passons à une autre région du sud-ouest du Maroc, avec des fibules qui ont une forme de bélier. Le bélier, c'est la virilité dans le couple. Et c'est donc un symbole important. On va avoir, voilà, le buste paré comme traditionnellement dans le sud-ouest. Mais donc ça va la virilité pour la femme? Ah non, parce qu'elle va recevoir. Elle va... je vous confie un secret. J'ai été au hammam dans la campagne, dans des hammams sans électricité, extrêmement rudimentaires. Et j'étais étonnée par la préparation de la femme. Car quand elle sort du hammam, c'est pour séduire son mari qui ne lui résistera pas. Alors que fait-elle pour qu'on prenne exemple, qu'on sache? Elles s'enduisent le corps de henné, elles utilisent des parfums, en fait voilà, et puis quand moi j'étais un petit peu sur la réserve, etc., mais elles avaient l'air de me dire, mais décoince-toi hein. Voilà. C'est magnifique. Alors, on a mis ce frontal sur un mannequin, mais on va vous le montrer à plat parce qu'il est beaucoup plus... voilà. Vous avez vu les deux bonshommes debout? Ah, oui. Les deux grands costauds qui sont du sud-ouest, les Aïtaouzguit. Et là, vous avez une technique, on a très peu parlé de technique, une technique très, comment dire, filigrane, avec des petites boules, avec des granulations, etc. C'est extrêmement rare. Ça, j'ai trouvé ce bijou il y a très longtemps, en très mauvais état. C'est sûrement la pièce la plus ancienne de la collection. On m'avait signalé un artisan qui allait me faire des miracles, qui allait le ressusciter, etc.
Et cet artisan était effectivement fantastique, sauf qu'il buvait, il jouait, etc. Alors, dès que je lui donnais un peu d'argent, il disparaissait. J'étais morte de peur pour mon frontal. J'ai mis 1 an à le récupérer. Ça a été le grand suspense de cette collection, ce frontal. Heureusement qu'il ne l'a pas vendu. Non. Il n'y a pas des évocations de divinité sur Voilà. les... Alors là, on y arrive. Ah. Madame Pathé va m'écouter et je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Mais il y a quand même quelque chose de troublant dans la forme de ces pendentifs. Petite bonne femme avec les oreilles, avec les bras relevés sur les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Alors donc là, je me suis plongée dans des livres de spécialistes et je vais vous dire comment ils l'expliquent. Alors Tanit, qui est une divinité punique, Ça, c'est la femme. c'est la femme. La voilà en image, en ombre chinoise, on voit encore mieux le mouvement des bras et des petites oreilles. Alors beaucoup d'auteurs, plusieurs auteurs évoquent la survivance d'une grande divinité féminine, la Tanit punique. D'après Dauphin cité par Kampf, le nom même de Tanit a un aspect berbère du fait de la marque féminine signalée par un T au début et à la fin du nom. Effectivement, il y a énormément de villages qui commencent et dont le nom commence et se termine par T. Taroudan, Tizbit, Tahanaout, Tafraout, Tamslor, et même les prisons souterraines de notre ami le roi, à Tazmamart. Voilà pour déjà l'approche du nom. Il aurait un sens proprement sémitique et signifierait la neuve, la fiancée, affirmant par là même son caractère virginal. Donc c'est un symbole important qui va parer le front de la mariée. Là va s'arrêter notre curiosité sur ce symbole. Sur le symbole du bélier qu'on a vu tout à l'heure, c'est pareil, on a retrouvé ces formes sur des gravures rupestres. Et évidemment, on a fait l'association et on renverrait ça au dieu bélier punico-berbère, Balamon, qu'on retrouve donc dans les gravures rupestres des montagnes de l'Atlas et qui datent du néolithique ancien. Donc c'est vraiment des symboles qui remontent à des temps très très reculés et dont les gens n'ont pas connaissance et ont manifestement oublié la symbolique et la signification. Et voilà une de mes berbères préférées, de photos de berbères préférées, une jeune fille des Aïtata, qui m'a beaucoup accompagnée dans ma galerie parce que j'en avais fait une affiche. Et Sarah, vous nous avez parlé de l'importance de l'ambre et de la signification de l'ambre. Effectivement, comme c'est collier, de temps en temps, on a de l'ambre, mais aussi du corail. De l'Amazonie. Est-ce que le corail et l'Amazonie, par exemple, ont des significations pareilles? Écoutez, ce qui est très troublant, bon, l'Amazonie c'est vert, ce sont généralement les perles anciennes d'âge néolithique. C'est la couleur du prophète, le vert. Hein? Donc, je pense que c'est ça qui est peut-être signifiant pour les berbères. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on élargit son horizon, au-delà du baroque, on a le même mélange de couleurs chez les Tibétains, par exemple, qui sont très loin de la mer et qui utilisent de l'ambre, du corail et de la turquoise, qui est l'équivalent à peu près de l'amazonite chez les berbères. On a ce mélange-là. Donc, symbole de la vie, symbole de protection, chacun y apporte réponse à son besoin, parce que ce sont des gens qui ont des vies difficiles, précaires, d'une grande insécurité, et donc ils ont besoin d'y croire. Ça correspond à des besoins de protection, à des besoins à des croyances qui sont
souvent transmises de mère en fille, parce que vous avez aussi le recours à la magie. Il y a des rites magiques aussi, dont les femmes ont le secret, qu'elles se transmettent entre elles. Donc, c'est... Par exemple, est-ce qu'avant le mariage, une jeune fille peut se parer comme ça, ou bien uniquement quand elle est mariée? Alors, ça, c'est le père qui achète tout ça. C'est le père, là. Et ça, mais ça invite le père du marié à en faire aussi pour une valeur équivalente. Hein. On se pose socialement, on indique son niveau de richesse, et ça invite la partie qui va se joindre à la famille à s'aligner à l'équivalent. Voilà. Et par exemple, le jour où elle divorce, elle vend les bijoux, elle les garde. Elle peut devoir, ça dépend des contrats. Des contrats, mais aussi ça dépend des régions. On rend quelquefois les bijoux d'argent. Ça peut être pratiqué comme ça. Mais sinon, ça fait partie de sa dot. Ça. Ce que son père lui a donné est à elle. Ce que la partie de la belle famille apporte, ça peut être rendu. Donc le père offre, le mari offre, oui. Il lui arrive à elle d'en acheter également? Non, elle n'achète rien du tout, elle n'a pas de sous. Elle n'achète rien du tout. C'est le mari qui fait le marché, c'est le mari qui achète les bijoux. Ça, c'est vraiment une caractéristique. Alors, c'est moins, en ville, c'est moins vrai maintenant. Mais dans les campagnes, c'était comme ça. Ne serait-ce que parce que les réseaux commerciaux n'étaient pas immédiatement accessibles. Quand elles évitaient des douars, il y avait un marché hebdomadaire auquel le mari se rendait sur son mulet ou sur son âne. Et elle pouvait avoir des envies. Elle avait le droit de marcher derrière quand le mari était sur le mulet. Ça, on l'a souvent vu sur les routes. Donc, elle n'avait pas accès aux réseaux commerciaux à l'époque, jusqu'aux années 60-70. Et il lui arrivait effectivement d'en fabriquer, si elle ne les achetait pas, par exemple, si le mari amène des paires de l'ambre, etc., elle en fabriquait ou pas du tout? Elle monte des colliers tout le temps. Ah, elle monte des colliers? Oui, elle monte leurs colliers. Les colliers ne sont jamais vendus entiers. Enfin, si, dans les années 70-80, on commençait à avoir des colliers entiers. Mais quand j'étais gamine, au souk, les attars, c'est-à-dire ceux qui vendaient toutes sortes d'épices et de choses, avaient des petits paquets en toile de jute et il y avait des perles. Et on pouvait acheter des perles individuellement et au poids. Et donc effectivement, parure de tête, joaillier, bracelet, bagues, ça c'était tout ça. Bijoutier. Et sinon, les colliers, c'était vraiment... c'est ça qui était formidable. Moi, gamine, j'ai acheté des perles pour faire des colliers. On en trouve encore aujourd'hui, par exemple des perles? De l'ambre véritable, c'est impossible. Il y a un phénomène invraisemblable qui date d'une année. Les Chinois sont en train de faire main basse sur tout l'ambre qu'ils peuvent trouver, où qu'il soit. Parce qu'ils adorent ça parce que... Ah, je ne sais pas, c'est une chinoiserie. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Il y a un marchand à Marrakech, un vieux de la vieille, qui m'a dit, tu sais ça, ils sont très intelligents. L'ambre a mis des milliers d'années à se former, donc on n'en trouvera plus. Alors que le corail, bon, il faut quelques centaines d'années, donc on en trouvera encore, mais l'ambre, il faut des milliers d'années, donc c'est peut-être leur capitalisation, enfin, une forme de spéculation, probablement sur l'ambre. Alors, j'ai une question par rapport à ces colliers qui, on les a vus, sont tous volumineux. Est-ce qu'il y avait des colliers fins? Oui, il y en avait tout à l'heure sur un mannequin. Mais c'est des successions de colliers, mais le dernier est quand même volumineux. Et puis c'est fait en petites... Souvent, c'est simplement des petites perles de verre qui arrivaient massivement de Tchécoslovaquie. Et là, ce sont des pièces de monnaie qu'elle a sur sa coiffe. Là, c'est des pendouilles, c'est surtout des... Comment appelle-t-on ça? Des paillettes. Ah, des paillettes. Parce que ce sont des cordons de soie quand on est riche, et couverts de paillettes qui font briller. Leurs paillettes, c'est pareil. Ça renvoie le mauvais œil. Et est-ce que, par exemple, les pièces de monnaie sont apparues à un moment donné, ou est-ce que de tout temps, il y a eu, effectivement, dans les bijoux, des pièces de monnaie?
Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a de plus en plus de pièces de monnaie. Alors qu'avant, c'était fondu parce qu'il y avait des bijoutiers qui travaillaient. Aujourd'hui, quand vous regardez les photos du festival folklorique de Marrakech, elles sont couvertes de chutes de pièces de monnaie qui sont beaucoup plus faciles à faire. Il faut dire que le départ des bijoutiers juifs a singulièrement appauvri la fabrication des bijoux au Maroc. On voit les photos, etc., qui sont, j'allais dire, un peu datées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des jeunes filles, des jeunes femmes, pareilles comme ça? Pour les fêtes. Pour les fêtes. Pour les fêtes et encore dans certaines régions. Et par exemple, les jeunes femmes qu'on a vu tout à l'heure se maquiller, bon, ça c'était pour aller assister à ce Moussem, c'était une tradition importante. Pour aller assister à ce Moussem, il fallait vraiment un 4x4 ou un boulet pour arriver à l'endroit. Aujourd'hui, il y a des routes, il y a des hôtels, bon, tout ce qui est traditionnel devient folklorique avec un sens pas toujours très bon, parce que récupéré par le tourisme. Le Maroc connaît un succès sur le plan touristique qui, avec les problèmes dans les autres pays musulmans, font que le tourisme est de plus en plus important au Maroc. Hein. On va moins en Tunisie, on va moins en Égypte. Donc le Maroc est un peu submergé. Et voilà. Et le tourisme de masse, c'est un peu le ver dans le fruit que nous aimons. Est-ce qu'il y a un ordre pour porter ces bijoux? Est-ce qu'on commence par les fibules, les colliers plus tard, de toute la façon, de tête ou bien non? Si vous voulez déjà ne pas être à poil, il faut commencer par votre drapé et les fibules. Quand ça s'est amarré, on peut s'occuper du reste. Mais il ne faut pas croire qu'elles se coiffent tous les jours comme nous. Quand elles ont mis des kilos de henné et des postiches mélangés à leurs cheveux, il faut que ça tienne, faut que ça tienne jusqu'à la saison suivante. Le henné est considéré comme auspicieux parce que en arabe comme en hébreu, ça veut dire la paix, et ça a des vertus. Moi, les mamans qui couvraient les têtes de leur bébé de henné me disaient que ça les protégeait, et ça les protégeait des coups de soleil aussi. Donc, ça a des tas de vertus. Et donc c'est fait pour durer. Nous, quand on fait un henné, on rince. Là, ça sèche et ça fait une croûte et ça reste des semaines, voire des mois. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une modernisation de ces bijoux? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Alors, dans l'ambre, ça c'est le piège à touristes. D'abord, dans la période de l'entre-deux-guerres, on a commencé à faire du simili-ambre en Allemagne. C'était des perles moulées en résine. Là, c'était naturel, c'était de la résine, vraiment. Et puis après, ça a été le plastique, et puis après, ça a été l'os de chameau. Et maintenant, j'avoue que j'ai perdu le fil, mais ils ont bien inventé encore autre chose. Je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a eu une évolution dans les symboles? Non. Toujours les mêmes symboles. Ils ont plutôt tendance à disparaître. Puisque maintenant, on s'habille avec tout ce qui est importé de Chine, tout ce qui est importé d'Occident. Il y a une urbanisation extrêmement importante. Donc, le costume a complètement changé. On n'a plus du tout... On a des bijoutiers qui vendent des diamants, comme ici. Enfin, vraiment... on vient d'ouvrir un énorme centre commercial au centre de Marrakech avec Zara, Agathe, Carrefour, Adidas, enfin catastrophe. Donc voilà, ça c'est vraiment... On est moderne. Ah oui, on est moderne. Et vous savez, tout à l'heure on a parlé de mes origines. Moi je voudrais vous dire que sûrement que ma collection... le fait que j'ai collectionné, c'était une espèce d'inconscient sur mon identité que le protectorat m'avait confisqué, puisque mes grands-parents étaient habillés en tenue traditionnelle et ne parlaient que l'arabe, dans tous les cas le marocain. Moi, je ne savais, on ne m'a pas appris l'arabe. Donc je n'avais pas reçu de transmission de mes grands-parents de leur tradition. En plus, la ville d'Agadir était une ville
très très moderne. Elle avait été abandonnée pendant des siècles et elle a recommencé à se développer dans les années 40 avec la pêche qui était très importante puisque c'est le premier port sardinier du monde. Et il n'y avait pas de Médina, il n'y avait pas de Mela, qui est le ghetto, l'équivalent du ghetto en Occident. Et donc je n'ai pas eu un environnement en partageant des traditions anciennes. Et donc il a fallu en 2 générations, mes parents sont allés à l'école qui était l'école de l'Alliance universelle avec des instituteurs formés à l'école normale française. Donc on nous a appris que la France était la 8e merveille du monde. Nous avions les mêmes livres que les enfants français en métropole. Ensuite, le lycée était formidable. Moi, je dois dire que j'ai eu une scolarité absolument merveilleuse. Agadir était rempli de militaires de toutes sortes, de toutes les couleurs, etc. Et donc, on a eu de très bons lycées pour les enfants de ces militaires. En tant qu'indigènes, en tant qu'autochtones, on était peut-être 1 ou 2% dans ces établissements. Mais on a eu vraiment des professeurs absolument merveilleux. Simplement, nous dépendions de l'université de Bordeaux et nous n'avons rien appris sur notre pays d'origine. Donc, le nom d'Agadir, mes professeurs agrégés, mais je m'en suis aperçue, j'avais plus de 30 ans, est-ce qu'ils se sont jamais posé la question de savoir ce que voulait dire le mot Agadir? Le mot Agadir, c'est un mot berbère qui veut dire grenier. J'ai rougi quand j'ai découvert ça. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas non plus que j'aurais un jour à justifier d'une identité que je ne me connaissais pas. On m'appelait Annie dans ma famille. Parce que dans un pays qui n'est pas laïque, dans un pays religieux, l'état civil est tenu par les rabbins pour les juifs et par les cadis pour les musulmans. Donc quand on déclarait une naissance, il fallait faire plaisir aux rabbins, donc on mettait un prénom biblique. Et pour faire plaisir aux Français, on mettait un prénom français. Donc je m'appelais Sarah Annie. Et quand je suis arrivée en France avec mon premier passeport, mon père m'a envoyé un mandat au nom d'Ali. Je n'ai jamais pu l'encaisser avec mon passeport Sarah. Et je pense que ça a aussi déclenché des prises de conscience qui devenaient de plus en plus importantes pour moi, d'essayer de récupérer toute cette histoire, toute cette culture qui ne pouvait que m'enrichir, additionner à la culture française que j'avais reçue, avec beaucoup de bonheur et de plaisir d'ailleurs, mais voilà, il manquait encore ça. Avez-vous des questions pour ça? Allez-y. Oui, je voulais savoir combien de pièces vous aviez... Ah oui, combien de pièces a-t-elle collectionné? Quand on aime, on ne compte pas. Je vais vous dire, mais je vais être tout à fait franche. C'est vrai que au début, ça tenait sur mes murs. Ensuite, il y a eu un problème d'entretien. L'argent, ça s'oxyde. Je commençais à ranger un peu. Et donc, j'ai eu de plus en plus de boîtes. Et quand j'ai dû faire l'inventaire pour le musée, j'étais un peu gênée par ma boulimie. Là, j'étais confrontée à ma boulimie et c'était pas très confortable. Voilà. Donc, inutile de vous dire que je n'ai pas compté en plus pour ne pas aggraver la situation. Vous n'avez pas un inventaire? Si, on l'a fait pour le musée. Mais il y avait... Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que quand une petite fille, le papa commence à acheter ses bijoux? Non. Non, non, le papa, il est désespéré parce que c'est une fille. Ça a changé. Non, ça change pas. Oui. Je souhaiterais savoir si les Marocains visitent le musée de Marrakech. Les Marocains visitent-ils les musées de Marrakech? Le musée de Maroc en général. Le musée berbère. Le musée berbère. Nous avons la chance d'avoir le conservateur du musée berbère qui a toutes les statistiques et qui va vous dire. Björn Delstan, qui est aussi le commissaire de notre belle exposition. 15% de vente. 15%. C'est très peu. C'est très peu. Et par rapport, est-ce qu'il y a au moins des classes, par exemple, des écoles qui viennent pour justement expliquer la culture berbère aux enfants? Oui, quand ils en font la demande, ils sont accueillis gratuitement. Merci.
Très très important. Vous disiez que la signification de nombreuses pièces, enfin la symbolique, c'est perdu. Et vous avez précisé que parce que souvent ce sont des étrangers qui font les études. C'est-à-dire, est-ce que si vraiment des autochtones allaient voir leurs semblables et essayer de creuser, on n'arrivera encore à trouver quelque chose dans cette signification, ou c'est vraiment perdu? Tout le monde a écouté la question. Oui, difficile de vous faire une réponse précise. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une ethnologie autochtone qui se développe. Ça commence. Mais c'est vrai aussi que... Enfin, moi, mon grand souci, c'est de transmettre, d'intéresser les jeunes générations pour qu'elles interrogent leurs parents. Parce que nous, quand on les interroge, alors manifestement, ils ont perdu vraiment le sens profond du symbole. Il y a un effet simplement de répétition. Alors, ils sont sûrs que c'est bon, pour une raison quelconque, donc ils la réutilisent. Mais ce qui m'intéresserait, c'est que des jeunes interrogent les grands-parents, et il y a vraiment urgence là. Oui, il y a vraiment urgence. C'est pour ça qu'en créant ce musée, c'était très important de pouvoir transmettre, et c'est très important. J'espère qu'un jour, d'ailleurs, je vais vous dire aussi mon deuxième rêve après ce musée, c'est qu'on puisse avoir une unité mobile avec tous les moyens aujourd'hui audiovisuels qui pourrait stationner sur les souks les plus importants et déclencher un intérêt, une curiosité et surtout une valorisation. Parce que vous savez, le Maroc sous protectorat a vécu une accumulation de problèmes. D'abord, les Berbères ont été vraiment très sous-estimés par les Arabes qui ont envahi le Maroc. C'était des sous-catégories, et le protectorat français n'a rien arrangé de ce point de vue. Quand on ignore complètement la culture locale, même si on a eu la chance, ça a été limité par la présence du maréchal Lyoté, mais on a encore, chez beaucoup de gens, le complexe de coloniser. Il n'y a pas des étudiants qui ont fait par exemple des études de sociologie, d'ethnologie, qui ont travaillé sur la question pour publier? Pas encore. Björn, racontez-nous. Si, de plus en plus, mais peut-être moins, qui ont moins trait à l'objet. Voilà, il y a beaucoup d'études sur patrimoine immatériel, sur tout cela, la langue, effectivement, la musique, la danse. Sur l'objet, je dois reconnaître que dans la mise en place du projet, sur place au Maroc, c'était difficile de trouver une réelle expertise plus jeune, inscrite vraiment dans la contemporanéité. Mais comment vous expliquez ça? Et parce que c'était un patrimoine qu'on n'a pas voulu regarder pendant des décennies. Dans les musées, on n'appelait pas ça berbère, c'était rural, et donc on ne s'y est pas véritablement intéressé localement, et a fortiori à l'étranger aussi un peu moins. Donc les experts auxquels on a eu affaire, certains sont là ce soir, on les compte un peu sur les doigts des deux mains. Sur l'objet, je parle de l'objet. Il devait quand même y avoir des richesses à Port-Doré, l'ancien musée. Oui, bien sûr. Oui. Non, les objets existent. Après, on parlait d'études. Enfin, oui, c'est les Français qui les ont ramenés. Je suis incapable de parler longtemps. Est-ce que dans les souks, dans les marchés, est-ce qu'on trouve encore des pièces anciennes, berbères? Très très peu. Des fibules. Encore des fibules parce que c'est pas très commercial. Ouais. Mais il y a un lieu à Paris, que Sarah m'a indiqué, où vient ce beau bijou que Sarah m'a offert. Et si vous voulez, elle peut vous donner l'adresse. Sarah? Oui, c'est à Maubert Mutualité, rue Frédéric Sauton. Et ça s'appelle Balaïssar.
qui a toutes sortes de choses, de pays différents, et beaucoup de choses berbères. Voilà. Et c'est très très beau, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, comme on dit en Médina. 5 rue Frédéric Sauton. 5 rue Frédéric Sauton, S-A-U-2-T-O-N, dans le 5e. Et c'est Métro Maubert Mutualité. D'autres questions? Oui. Vous parliez des techniques de production des bijoux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui ont été maintenues? Oui. Il reste un centre important à Tiznit dans le Sud-Ouest. Et c'est vraiment très très localisé. Notamment les moules. Je vous posais la question sur les moules. Les boules. Les moules. Les bijoux moulés. Alors ça, c'est moins dans le sud, c'est dans le nord et dans le moyenne classe. Et là, je connais moins bien la production, mais à mon avis, elle a quasiment disparu dans ces régions-là. Mais ça, par contre, on en trouve encore hein, dans les marchés, des figures moulées. C'est assez facile à trouver. J'ai eu l'occasion en fait, de voir des colliers qui ressemblaient à ce nom, on les mettait en grosses billes de terre colorées. Est-ce que ça fait partie de la culture berbère ou pas du tout? Pardon, j'ai beaucoup coloré comment? Comme des billes de terre en fait, très colorées. Des billes de terre colorées. Ou de pâte de verre. Ou de pâte de verre. Pas de pâte de verre. Ça ressemble vraiment à de la terre ou à de la pierre. C'est de la monnaie, ça. Avec un mestissage au niveau de la tâche du collier. Vous avez vu ça où? Du côté de l'Agora. Ça peut venir d'Afrique noire. Hein, ça peut être subsaharien. Mais vous savez, maintenant, ils ont une telle imagination que la nécessité fait loi. Quand il y a une demande, donc on fait des choses, on vieillit les choses, on s'adapte à la demande des clients. C'est des perles de verre d'origine vénitienne, ou comme vous disiez tout à l'heure, Tchécoslovaquie, qui servaient de monnaie oui, en Afrique, bien sûr. Au-delà du sud du Maroc. Et moi, j'en ai trouvé aussi à Ouarzazate. Oui, tout à fait. Des colliers en perles de verre, avec des trucs prophylactiques, enfin des prières, je ne sais pas quoi. Une amulette. Des amulettes. Oui, on en trouve en Afrique. En Afrique, mais autrefois, ça servait de monnaie. Ça servait comme les coris d'ailleurs. Voilà. Les coris, on en trouve sur pratiquement toute la planète. Allez-y. Pouvez-vous nous dire comment la culture berbère survit actuellement? Comment la culture berbère survit actuellement au Maroc? Alors, elle est en train de rebondir, puisque le roi a introduit dans la Constitution l'élément berbère dans l'identité marocaine. Il est question que ce soit, enfin, la loi est passée, mais dans la pratique, ça va mettre du temps, que le berbère soit enseigné dans les écoles. Et donc les associations berbères essayent de reprendre, de faire reconnaître leur culture. Malheureusement, elles sont très divisées, il y en a des dizaines et des dizaines, mais elles font renaître. Et vous avez des festivals maintenant autour du folklore berbère. Et le danger, c'est ça, s'il vous plaît. Ouais. C'est le folklore pour touristes et la renaissance de vraies traditions ancestrales qui, malheureusement, ne correspondent plus au mode de vie. Sinon, dans des territoires très reculés, encore un peu isolés, mais tout ce qui est proche des réseaux routiers est fichu. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont une langue particulière qui n'est pas de l'arabe, et une écriture tout à fait, différente qui n'est pas de l'arabe. Oui. Une écriture très géométrique, et il y a des journaux maintenant. Oui, les motifs, sur les bijoux berbères, d'une façon générale, les motifs sont géométriques. Hein. Avec quelques influences vers Essaouira, on a quelques motifs floraux, mais c'est géométrique et donc ça se rattache à ça. On a réhabilité l'alphabet berbère et la poésie, car il y a une tradition auquel les femmes participaient aussi, c'est les joutes poétiques. Il y a un très beau livre que je vous conseille si vous le trouvez, c'est les chants de la Tassaout, qui ont été, ce sont des chants, des poèmes en berbère, dits par une femme qui s'appelait Mririda.
dans un contexte militaro. Quand il y a des militaires, il y a des prostituées, hein, je crois. Donc là, il y avait des prostituées dans le haut Atlas qui recevaient nos pauvres soldats épuisés, à 3000 mètres d'altitude. Et il y avait parmi elles une femme merveilleuse qui s'appelait Mririda, et qui disait des poèmes que René Euloge a relevés et traduits en français. Et ça dit beaucoup de choses du statut de la femme, de sa relation à l'homme, de sa relation à sa vie quotidienne. L'écriture Tifinagh était l'apanage des femmes, d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est une information que vous me donnez. Le privilège des femmes. Et tout chez toi, la gueule. Et le père de Foucault a traduit Le Petit Prince en écriture Tifinagh. Ah oui. J'en ai un exemple. C'est très joli écriture. C'est une très belle écriture. Ça ressemble un peu D'autres questions? Alors avant d'applaudir Sarah, encore, allez-y. Alors 2 questions. Votre première fébule, vous l'avez toujours? Oui, d'abord parce qu'elle m'a coûté les yeux de la tête. J'aurais dû la payer 2 francs, je l'ai payé 50 francs. En plus, il me manque des petits morceaux. Alors, donc cette fibule, évidemment, c'est sûrement la dernière des choses dont je me séparerai, parce qu'elle me fait rire. Bon, maintenant, elle me fait rire. Quand il y a une fébule, avez-vous aussi ce que sont devenues les fibules de Madame de Sévigny? Ah non, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, elles ont dû finir dans un placard avec, je sais pas. C'est dommage, parce que ça devrait être intéressant, parce que moi, Ismaël, il avait les moyens de suivre les beaux bijoux. Qui avait du goût. Oui, oui. Mais il était très amoureux, mais manifestement pas elle. Elle a dû ranger ça dans son placard, oui. Madame. Moi, je vécu pendant 40 ans en Algérie, 68. Et j'ai commencé tout de suite à m'intéresser. J'ai pu entourer beaucoup de femmes à Alger, très simples. Et donc, j'ai pu entrer dans le mariage, tout ça. Et j'ai pu acheter chez ce bijoutier de la ville ici. Moi, je me suis plutôt intéressée aux petites choses, vous voyez. Pas enfin, j'ai des grosses pièces aussi, le cabinet, je sais pas. En cabinet, c'est plus important, comme le collier, comme la piscine, le pied, tout ça. Mais pour le reste, aussi, ce sont tous les bijoux sont berbères et en argent. Je n'ai pratiquement rien en or. Mais donc j'ai une très belle collection. Commencer par des toutes petites bagues, toutes les choses qu'on ne trouve absolument plus du tout aujourd'hui. Il y a maintenant un bijoutier en cabinet qui m'a dit de venir. Moi, personnellement, je fais des vêtements berbères. C'est-à-dire, j'ai commencé à regarder la soie, la laine, le coton qu'on trouve à Alger. Après, j'ai commencé à voyager au Sahara, où j'ai formé des femmes de la couture, où j'ai pu me fréquenter comme madame aussi, beaucoup de personnes. Et comme j'étais femme avec des femmes algériennes qui m'ont introduit, donc j'ai pu savoir la chose. C'est-à-dire j'ai pu poser des questions, quand est-ce que ça se porte, pourquoi, comment. C'est ça, comme ça. Voilà. Normalement, je voudrais bien écrire un peu là-dessus, mais je suis aussi obligée de vendre mes bijoux parce que je vais avoir 80 ans et ça commence à me peser beaucoup, que j'ai tant de choses que quelquefois j'oublie. Si vous le permettez, madame, je vais vous dire une chose. Quand on arrive à un certain âge, comme vous et moi, et qu'on est à la tête d'importants témoignages d'une culture, c'est une responsabilité parce que les objets nous enterrent. Et il faut s'assurer d'une transmission qui les garde, enfin qui les protège et qui leur permette de suivre leur vie dans de bonnes conditions. Parce que on a eu en Europe, on a eu en France en particulier dans les années 80 la mode ethnique, ça a été tout et n'importe quoi. Les créateurs avec un tout petit C, on fait n'importe quoi, on fait fondre, on démontait des trucs. Vous savez, les colliers comme ceux que vous avez vus dans cette collection, il fallait avoir la chance d'arriver avant qu'ils soient démontés. Parce que des colliers comme ça, si vous les démontez, vous en faites 5.
beaucoup plus facile à vendre et à porter pour une européenne. Donc, si vous avez vraiment des pièces authentiques intéressantes, s'il vous plaît, vendez-les à des gens qui les aiment et qui vont les protéger. Bon, on en parlera peut-être une fois. Avant d'applaudir Sarah, je voudrais remercier Björn et Sol ici présents pour la belle exposition, parce qu'il est effectivement le commissaire de l'exposition, il est directeur, comme vous l'avez compris, du musée Berbère au Jardin Majorelle. Laetitia Roux et Simon Féchard qui s'occupent en effet de la communication de la fondation. Alors, une ovation pour Sarah Pincier. Comme je vous l'ai dit, l'exposition est ouverte jusqu'au 20 juillet. Et sinon, vous allez partir en vacances, revenir bronzer. Et à partir du 18 septembre, on sera rock à la Fondation. Oh, c'est bon, voilà, c'est changé. Mais oui, ça va changer complètement. On aura l'exposition Sonic de Eddy Slimane, vous savez, le couturier de Saint-Laurent, qui est un passionné, voilà, passionné de musique et qui a côtoyé des gens aussi divers que Lou Reed, que Keith Richards, que Whitehouse, qui les a photographiés. Des super portraits qui vont entre autres être exposés à la Fondation. Donc j'espère qu'on va vous revoir dans un tout autre domaine en septembre. Bonnes vacances. Et merci Monique.